Alors la genèse du livre, en fait, c'est que, pour revenir sur mon parcours personnel, c'est que j'ai travaillé dans l'investissement socialement responsable pendant 5 ans, et ensuite j'ai décidé de faire le pas et d'aller essayer de travailler en ONG, et donc pendant 7 ans, j'ai travaillé au WWF. J'étais directrice adjointe des partenariats avec les entreprises, et j'étais amenée à travailler et à étudier les impacts du secteur du luxe, qui était un des seuls secteurs à refuser, entre guillemets, de considérer l'utilité ou enfin, l'intérêt d'un partenariat avec une grosse ONG environnementale qui était plutôt dans une démarche partenariale positive. Donc j'étais amenée à m'interroger, à l'étudier, et puis le WWF a décidé de sponsoriser, de parrainer le premier salon du luxe et du développement durable. Je te laisse maintenant la main pour expliquer. Alors en fait, effectivement, donc moi j'ai créé Adamance en 2005, qui est donc la première joaillerie sur Internet en France. Et donc j'étais effectivement dans le secteur du luxe, mais dans le secteur du luxe version moderne, j'allais dire, avec une vraie joaillerie en ligne, etc. Et donc à cette fameuse conférence des échos, moi j'étais intervenu sur luxe et Internet, et Cécile intervenait sur luxe et développement durable. Il m'a effectivement proposé de coécrire avec elle le livre, avec elle une approche effectivement et un parcours plus environnemental, et moi une approche plus luxe, qui est celle de la joaillerie. L'intérêt étant que j'étais pas non plus quelqu'un qui était dans le secteur du luxe depuis 30 générations, et que le secteur du luxe, je l'avais abordé de façon un peu différente. Et je pense qu'une des modernités du luxe passe par Internet, mais qu'une des modernités du luxe passe également par l'intégration des problématiques de développement durable. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'effectivement on a formé ce binôme pour, à l'occasion de ce livre, pour écrire le livre de référence en la matière, puisque c'était la demande des éditions Erol. En fait, le livre, une des particularités du livre, je pense, c'est que notre stratégie, entre guillemets, notre politique a toujours été de dire il faut qu'on laisse la part belle aux experts, à ceux qui sur le terrain font quotidiennement des choses sur le luxe et le développement durable. Donc il y a plus de 50 interviews de professionnels du luxe et du développement durable, dont effectivement certains professeurs, et puis des gens de l'entreprise, et puis des gens des ONG également. J'ajouterais sociologue, anthropologue. Sociologue, anthropologue, exactement. Et puis également plus de 500 sources différentes en France et à l'international sur le sujet. À partir du moment où on vous demande de faire le livre de référence, entre guillemets, il est impératif pour nous de pouvoir vraiment être très exhaustif, le plus possible en tout cas, sur le sujet, et puis de justement faire un vrai travail d'étude, de recherche sur le sujet, avec des gens qui, au jour le jour, font des actions sur luxe et développement durable. Lorsqu'on lit le livre, bien sûr, et là vraiment, si on se dit... on était au début, à la genèse, et si on fasse ce qu'on sait, voilà, on dresse les champs sémantiques, et c'est ce qu'on a fait comme une boutade. Hein, mais les champs sémantiques des deux secteurs, je ne veux pas dire secteur, parce que le luxe, c'est pas un secteur en soi, et le développement durable non plus, c'est des disciplines. Eh bien, il est vrai qu'elles sont antagonistes, opposées, et en même temps, la réflexion des personnes du luxe, tu sais, c'est mais comment ça? Ben non, on est forcément en développement durable puisqu'on vend des produits qui sont durables, que vous ne jetez pas. Donc on s'inscrit dans la continuité, on respecte les matières, la main qui les façonne, les savoir-faire, etc. Donc on est forcément durable. Donc d'un côté on avait soit forcément cet antagoniste, puisque le développement durable c'est la nécessité, c'est le besoin, le luxe c'est la satisfaction... c'est la séduction, c'est tout l'inverse. Et puis de l'autre côté, superficiel aussi. Comment? Pardon. Tout le caractère superficiel du luxe aussi. Merci, voilà. C'est ce qui me manquait. Oui, il y a un côté superficiel, et je pense que tout le pari était de dire ce paradoxe est de surface. C'est un paradoxe apparent, et qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de points communs qu'on veut bien le croire, et que non seulement il y a des points communs, mais il y a un avenir commun pour ces deux secteurs, ces deux disciplines. Donc, bien sûr que c'est apparemment paradoxal, que c'est apparemment antagoniste, mais l'idée a été justement de dire, allons au-delà des apparences,
creusons avec ceux qui font ça tous les jours, avec les études, les analyses, et regardons. Alors sa spécificité déjà par rapport au développement durable, c'est que c'est le dernier secteur à vraiment s'afficher, ou en tous les cas devoir s'afficher. C'est vrai que quand on dresse une chronologie en France, et là j'entends vraiment en France, puisque la France a cette particularité d'avoir demandé à ses entreprises cotées dès 2002 de produire des rapports de développement durable, eh bien c'est le dernier secteur à communiquer et s'impliquer. On a commencé par les secteurs très polluants, mais de façon très légitime, hein. De la chimie, l'énergie, etc., c'est justifié. Et puis ensuite est venue la finance, avec des impacts indirects, donc c'est normal que ça soit arrivé dans les derniers. Puis la communication, le tourisme, et au final le luxe. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que, il ne faut pas l'oublier, et ça c'est vrai qu'Alexandre, je le répète souvent, mais le luxe c'est un petit secteur. C'est un secteur qui fait la fierté de l'Europe et de la France particulièrement, mais ça reste en termes de chiffre d'affaires un petit secteur. On est sur un secteur de 170 milliards d'euros, ce qui est à peu près le chiffre d'affaires de Toyota. Donc si vous voulez, globalement c'est un petit secteur, mais qui a une grosse visibilité. Donc c'est ce qu'on appelle un secteur emblématique. Bon. Alors pourquoi ce sont des gens qui communiquent aussi pourquoi justement ils ont été les derniers à s'y mettre? D'abord parce qu'effectivement, ils ont attendu, et puis d'autre part, c'est parce que ce sont des gens qui ont un très fort stress sur la maîtrise de leur communication. Donc à partir du moment où ils communiquent sur un sujet, quel qu'il soit, ils veulent que la communication soit parfaitement maîtrisée, parce qu'il y a toute l'image de marque qui est derrière. Or, le fond du luxe, c'est un business de marque. Donc à partir du moment où vous avez le moindre risque d'atteindre le noyau dur de votre business, à savoir la marque, vous faites extrêmement attention. Pourquoi des gens, par exemple, ne voulaient pas être présents au premier salon du luxe et du développement durable? Parce que ce sont des marques de luxe qui avaient certains produits complètement légitimes et développement durable auraient pu exposer. Une bonne partie des réponses que nous avons eues également dans les interviews a été de dire, si je dis que tel produit de ma marque et développement durable, dans le même temps, je dis que tous les autres ne le sont pas. Et du coup, je dégrade quelque part, involontairement ou inconsciemment, une partie de mes produits. Donc ils sont très 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 prudents. Comme on le relate dans le livre, il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées par les entreprises du luxe et sur lesquelles ils ne communiquent pas. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous disent parce que c'est pas totalement parfait, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du processus, parce qu'il faut que ça soit étendu à toute la gamme, etc., etc. Donc, ils ont cette notion de perfection et d'exemplarité qui est tout à leur honneur et qui est le fondement de notre point de vue du rapprochement entre le luxe et le développement durable. C'est-à-dire que le luxe peut et doit apporter au développement durable en termes d'exemplarité, et le développement durable doit apporter au luxe en termes de process, en termes de certification, en termes, etc., etc. Donc il y a vraiment un win-win à faire pour les deux. Alors, vous avez tout à fait raison, parce qu'effectivement, un des apports que le luxe peut avoir pour le développement durable, c'est de rendre le développement durable désirable. Le luxe fait en sorte que les produits qu'ils vendent, que les marques, etc., soient des choses désirables. Le développement durable, aujourd'hui, a une image au mieux rébarbative, au pire beatnik. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je grossis le trait volontairement. Mais disons que c'est soit on vous fait une mauvaise conscience, ça c'est vraiment embêtant parce que c'est genre ah là là vous éteignez pas l'eau de votre douche, ah machin, ceci, cela, etc. Donc c'est très moralisateur, bien sûr, mais c'est normal, enfin c'est très moralisateur, etc. Ça c'est l'image générale que l'on a, je ne sais pas que c'est la réalité. Et justement je pense que le luxe peut, par ses techniques mises au point pendant des décennies, aider aussi le développement durable à faire quelque chose de plus désirable. C'est un des catalyseurs, effectivement, mais je vais vous donner un exemple. De toute façon, il faut être clair. Le changement dans le secteur du luxe viendra par le client final. Parce que c'est le client final qui demandera des produits éthiques
qui va faire en sorte que les marques de luxe vont vraiment changer. La différence, si vous voulez, c'est que le changement sera beaucoup plus long par la contrainte, alors qu'il sera beaucoup plus rapide par la demande. Donc, si la demande est là, le changement sera plus rapide. Si la contrainte est là, ça sera fait, mais ça sera plus long. Donc, aujourd'hui, on revient au client, et je pense que c'est le thème principal de l'histoire. Le client du luxe, aujourd'hui, désire non seulement quelque chose de beau, ça ils savent faire, mais quelque chose de bon au sens éthique du terme. Et il y a de plus en plus de demandes, que ce soit en gastronomie, en tourisme ou même en produits de luxe à part entière. Il y a de plus en plus de demandes sur une qualité éthique, j'allais dire, des produits. C'est ça, de notre point de vue, qui va faire que la bascule va se faire. Comme vous l'expliquiez auparavant, c'est qu'il y a énormément de progrès qui sont faits par les entreprises du luxe, parfois depuis 10 ans, voire même 20 ans. Et ce qu'Alexandre expliquait, c'est qu'en revanche, c'est complètement caché. Aucune communication n'en est faite. Alors tu le disais pour les raisons que tu as exposées, également parce que le développement durable, c'est vraiment un processus de progrès, donc on n'est jamais parfait. Voilà. Donc le luxe, souhaitant communiquer sur la perfection, en tout cas sur la discipline de développement durable, c'est impossible. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, nous, on est convaincus que ce n'est pas un coup marketing, puisque est-ce que vous en avez beaucoup aujourd'hui d'exemples de greenwashing? Il y en a certains, mais qui se font encore à coup de bonnes actions. On fait un dîner de charité et on va sponsoriser un tel ONG, etc. Bon, en soi, pour moi, ça, c'est pas un coup marketing. Le coup marketing, ce serait plus un seul produit de la gamme, on mettrait vraiment en avant. Et puis dont la sincérité dans le process serait douteuse. Il y en a encore peu. C'est vrai qu'il y a peu d'exemples de greenwashing avérés dans le secteur du luxe. Complètement. Elles se sont emparées de la problématique, elles ont énormément travaillé, aussi bien socialement qu'environnementalement, et ça vous avez raison de le préciser, la RSE de façon vraiment globale. En revanche, elles communiquent peu, encore une fois. Mais les progrès sont faits, les progrès existent. Dans cette partie effectivement sociale, on parle énormément en ce moment de délocalisation, d'accord. Une grosse partie du savoir-faire des maisons de luxe est justement locale, enfin locale dans le sens en France, voire même relocalisée. Des choses qui avaient été délocalisées sont relocalisées dans certains cas. Et ça fait partie d'une stratégie aussi de développement durable, même si ce n'est pas affiché tel quel. Mais quand aujourd'hui des maisons comme Chanel rachètent tout un tas d'artisans, de maisons artisanales pour justement préserver les savoir-faire, les entretenir et les intégrer à la maison de luxe, comme par exemple Massaro qui est en face là, et ben voilà, ça fait partie des éléments sociaux qui vont permettre, sans forcément que ça soit affiché tel quel, de faire partie de leur politique de développement durable. En fait, une des questions en sous-texte dans le livre, ça aussi, c'est pas du tout ce qu'on imaginait forcément en écrivant le temps, etc., mais qui est très vite apparu, c'est qu'il y a un vrai luxe et un faux luxe. Donc quand vous dites le luxe pourrait tirer parti justement de toute cette communication que le secteur pourrait faire sur la force que ça représente aujourd'hui en période de crise, de relocaliser, de soigner ses artisans, etc. Finalement, oui, ça c'est le vrai luxe.